Bon, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de la décomposition LU d'une matrice carrée, inversible. Alors, tout ça, vous pourrez le trouver dans Carnet de voyage en algébrie, c'est de 1.3.61 à 1.3.65. Voilà, vous allez trouver à peu près tout ce que je raconte ici. Alors, voilà le tour d'horizon. Ce qu'on va appeler L, une matrice de type L, c'est une matrice qui va être triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale. Bon, entre parenthèses, elle est unipotente, hein, ses seules valeurs propres, c'est 1. Hein, on voit tout de suite sa décomposition de Dunford, là, sans problème. Elle est évidemment inversible, voilà. Elle est facilement inversible grâce à des systèmes. Avec un système, on va pouvoir l'inverser. Voilà. Maintenant, U est une matrice triangulaire supérieure avec des DI qui seront non nuls hein, sur la diagonale. Elle est aussi facilement inversible, presque aussi facilement inversible que les matrices L. Donc voilà deux matrices facilement inversibles et dont il est facile aussi de calculer le déterminant. L comme lower, U comme upper. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les mineurs principaux d'une matrice A qui est carrée AIJ, ben, c'est les delta K, ça va être le déterminant de la sous-matrice qui correspond aux K première ligne et K première colonne, hein, comme ceci. Donc, c'est-à-dire que delta, alors par convention, delta 0, ce sera 1, delta 1, ben, ce sera A11, delta 2, ben, ce sera le mineur de 2 qui part en haut à gauche, et delta 3, le mineur 3, 3, etc. Jusqu'à évidemment delta n, qui sera finalement le déterminant de A. Et le théorème dit que soit A dans Mn de K, alors A possède une décomposition LU, si et seulement si, pour tout cas, delta K est différent de 0. Et dans ce cas-là, la décomposition est unique. Alors, vous remarquerez que delta K est différent de 0, en particulier, c'est-à-dire delta n est différent de 0, donc A est elle-même inversible, puisque delta n, c'est le déterminant de A. On va essayer d'énumérer les différentes choses qu'il faut avoir bien comprises dans cette histoire de LU, et qu'on va retrouver justement énumérées là-dedans, détaillées là-dedans. Alors, d'abord, l'unicité. L'unicité, bon, c'est toujours pareil, hein. On suppose qu'il y en a deux, et puis on écrit l'égalité, et on joue à qui se ressemble s'assemble, en assemblant si on écrit LU égale L'U', ben on rassemble les L, et on rassemble les U. Voilà, c'est assez facile. Le seulement si, ben, c'est assez facile aussi, il faut écrire, donc le seulement si, ça veut dire, si on a une décomposition LU, alors on va avoir delta K est différent de 0, ben on écrit notre décomposition LU mais par bloc et on va voir que delta K est différent de 0. Voilà. Le si, là c'est un petit peu plus difficile hein, parce qu'il faut partir de là et puis on va démontrer LU. Bon, c'est un petit peu plus difficile, ça demande une récurrence sur n. Donc on suppose que c'est vrai jusqu'à n-1 et puis après on le fait sur n. Et finalement, c'est là que la méthode du pivot, alors attention, c'est une méthode du pivot par bloc, c'est ça qui va fonctionner. Voilà. Le calcul des dk, alors c'est assez facile et on peut le voir déjà dans le seulement si que le calcul des dk, ben, les dk dans ce cas-là, ça va être delta k sur delta k moins 1. Donc ça, c'est intéressant de voir que les dk sont très facilement calculables dès le départ. Alors, on ne peut pas éviter maintenant la complexité de l'algorithme. Hein, donc, donc le nombre d'opérations. On va compter les additions et les multiplications, on va les mettre sur le même niveau. Hein, et on regarde juste le nombre d'opérations. Et le nombre d'opérations est de l'ordre, alors c'est pas tout à fait ça, hein, mais ça peut se préciser, mais c'est de l'ordre de 2/3 de n3. Hein, parce que c'est un algorithme du pivot. Et que, en fait, le calcul que l'on fait à chaque fois quand on a des pivots, en fait, à chaque étape, quand on en est là, on va devoir faire des calculs comme ceci,
et on a deux opérations pour chaque point entier d'un carré. Donc on a 2 fois K2. Et quand on va faire la somme pour K égale 1 à n, et bon, ça ressemble, si vous voulez, à l'intégrale de 2x2, hein, de 1 à n, et ça va être du 2 tiers de n3, hein, en gros. Voilà. C'est pas essentiel, mais c'est quand même amusant de regarder les cas K égale R et C, parce qu'on a de la topologie, et le cas FQ, parce qu'on a de la combinatoire. Alors, le cas K égale R et C, cette condition va définir un ouvert. Parce que les mineurs, c'est continu, parce que l'intersection d'un nombre fini d'ouverts, c'est encore un ouvert. Donc ça, c'est très facile. FQ, alors c'est là où je vous disais, on va se servir de l'unicité. Combien y a-t-il de matrices qui vérifient ce critère? A priori, si vous regardez le nombre de matrices qui vérifient que delta K est différent de 0, quel que soit K, là, ça va être très très compliqué à calculer. Mais quand vous voyez que c'est le nombre de matrices qui possèdent une décomposition LU et que la décomposition LU est unique, ça veut dire qu'il suffit de compter le nombre de matrices de type L et il suffit de compter le nombre de matrices de type U. Et il faut faire le produit des deux grâce à l'unicité. Ça, c'est assez rigolo et ça peut être un petit exercice de jury. Les applications, bien sûr, évidemment, on ne peut pas ne pas en connaître d'applications puisque c'est pas pour le plaisir qu'on fait ça quand même. C'est pour le calcul de déterminants. Donc comparer le calcul de déterminants, bon, le plus grossier qui est celui qui est indexé par les permutations, hein, vous connaissez cette formule, la somme indice sigma dans le groupe des permutations Sn fois epsilon de sigma, produit des A, indice sigma de I allant de 1 à n. Bon, cette formule, elle est énorme, elle est en factoriel n quand même. Et là, on a du 2 tiers de n3. L'autre est énorme, elle est en factoriel n, et même plus que factoriel n. Hein. Bon, mais plus que factoriel n, c'est presque abusé de dire ça. Donc là 2 tiers de n3, c'est quand même beaucoup plus efficace pour le calcul de déterminant. Hein. Et donc, comment on calcule le déterminant? Une fois qu'on a la décomposition à LU, il suffit de faire le produit des DI, et là, c'est terminé. Et la résolution de système, pourquoi? Parce que c'est très facile de résoudre un système triangulaire. Et là, il suffit, si on veut résoudre la matrice AX égale Y, il suffit d'inverser A. Et pour inverser A, l'inverse de LU, hein, c'est U-1, L-1. Et c'est facile grâce à un système d'inverser U, c'est facile grâce à un système d'inverser L, parce que ce sont deux matrices triangulaires. Bon, ça évidemment, vous ne pouvez pas échapper à tout ça. Hein. Après, les extensions du domaine, oui, il y a Cholesky, parce que si vous avez une matrice réelle symétrique définie positive, d'après Gram-Schmidt, elle s'écrit sous la forme P transposée P. Finalement, Gram-Schmidt vous donne même une matrice de passage qui est triangulaire supérieure avec des éléments positifs sur la diagonale. Donc, quitte à faire passer ces éléments positifs complètement là et laisser les 1, donc on voit quand même par unicité hein, que c'est lié à la décomposition LU. Et en plus, on sait, vous devez savoir qu'une matrice symétrique définie positive, tous ses mineurs principaux sont strictement positifs. Pourquoi? Tout simplement parce que la matrice symétrique définie positive, elle est liée à une forme quadratique définie positive, et que les mineurs principaux sont tout simplement les déterminants d'une matrice de restriction de cette forme à juste le sous-espace engendré par les premiers éléments. D'accord? Voilà, c'est par définition de la matrice d'une forme quadratique. Ça, c'est quelque chose, on n'a pas l'équivalent avec les endomorphismes, les matrices d'endomorphisme. Dans les matrices de forme quadratique, quand on prend la restriction à un sous-espace engendré par les K premiers
élément de la base, eh ben, on retrouve une sous-matrice. Ça, toujours. Alors que dans les endomorphismes, on a besoin de sous-espaces stables pour obtenir des choses équivalentes. Donc voilà pour Cholesky. Et puis, le fameux, et si on n'a pas ça, mais si A est dans GLN de K, alors dans GLN de K, on sait qu'on va pouvoir l'inverser cette matrice, et même si on n'a pas les bons pivots aux bons endroits, on va pouvoir permuter à gauche pour avoir ces bons endroits. Donc c'est ce qu'on appelle la décomposition PLU. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la décomposition PLU? C'est la décomposition LU, mais modulo une matrice de permutation. À chaque étape, on regarde si on peut faire un pivot. Et si on peut faire un pivot, on sait que comme A est dans GLN, on peut permuter des lignes. Vous voyez qu'on multiplie par une matrice de permutation à gauche. À gauche, ça veut dire des lignes. Donc on peut permuter des lignes pour obtenir notre décomposition LU. Donc modulo P, à gauche, on a une décomposition LU. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Vous dites, je m'en rappelle plus. Donc, bref, tout ça, vous allez le trouver dans CVA. C'est assez regroupé entre 61 et 65.